Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Donc là, comme je vous disais, vous allez commencer une trithérapie. C'est une prophylaxie, c'est parce que vous êtes supposé avoir été au contact du virus du VIH. La première fois, quand il vous a obligé à lui faire une fellation, vous l'avez fait sous la contrainte, c'était pas dans le cadre de vos échanges, c'est un viol. Il y a des choses dans la vie qu'on ne raconte pas, ça, on les garde pour ça. Je vais pas faire tout un drame pour quelque chose dont je me rappelle pas. Je peux déposer plainte pour viol. Je sais pas ce qu'on fait ici, donne de l'espoir. Tu dois être quoi? Un robot? On n'est pas des robots. Si votre fille était en train de dire la vérité, est-ce que vous l'accompagneriez? Non, j'étais pas consentante, mais j'ai peut-être pas été assez claire. Parce que quand c'est un viol par surprise, c'est jusqu'à 15 ans de réclusion criminelle. Voilà. Bande-annonce du film Ça arrive, André Berkoff, qui est sorti hier en salle. Cette fiction de Sabrina Nucci traite avec force et justesse du fléau des violences sexuelles, André, qui ne cesse de prendre de l'ampleur. Et pour les victimes, effectivement, il faut le dire, depuis MeToo, eh bien, presque rien n'a changé, André. D'abord, je voudrais dire quelque chose qui, moi, me scandalise. Lundi, c'était la journée internationale pour l'élimination de la violence faite aux femmes. Mais qu'est-ce que ça veut dire une journée? Mais c'est tous les jours. Je veux dire, il faut arrêter sur un certain nombre de choses. Dire, ah, aujourd'hui, c'est la journée de... Ah bon, c'est très content, on fait son petit truc. Et puis voilà. Non, c'est un combat permanent. C'est un combat, et encore une fois, le film le montre, et puis on va en parler. C'est un combat permanent, il faut en parler dès que possible, tout le temps, parce que voilà, une femme sur deux a déjà subi une violence sexuelle. On va rappeler rapidement les chiffres. En 2023, 114 000 victimes de violences sexuelles ont été enregistrées par les services de sécurité en France. 74% ont subi ces violences en dehors du cadre familial ou conjugal, soit près de 84 000 victimes. Encore un chiffre, on dit, oui, mais la plupart des choses, ça se passe en famille. Non, c'est pas vrai, ça se passe pas en famille, la plupart des temps. Et les trois quarts des violences sont, voilà, violences physiques, viol, tentative de viol, etc. Rappelez aussi que la grande majorité des victimes sont des femmes, 85%, alors que les mises en cause sont le plus souvent des hommes. Voilà, il faut rappeler tout ça et pas parler. Et les enfants, 160 000 enfants sont victimes de violences sexuelles par an. Ça veut dire que c'est quelque chose, il faut le dire, le répéter, le réitérer, taper. C'est que c'est quelque chose qui est là, c'est notre paysage. Alors évidemment, on n'a pas envie d'en parler. C'est la face noire, c'est l'ombre. Eh ben non, l'ombre. Il faut faire de la lumière sur l'ombre, et si on contribue à de quelque manière que ce soit, par un film, par une émission, par des colloques, par quoi que ce soit, en tout cas par les témoignages, par la défense, il faut en parler. Et oui, on va en parler dans un instant sur Sud Radio. Alors restez avec nous. La culture dans tous ses états, c'est dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Attendez, madame, moi je l'ai pas violée. Hein. Je sais pas, celle qui me demande de la frapper là, de l'étrangler, de lui mettre des fessées. C'était un jeu. Moi je l'ai pas violée. Je voulais rentrer dans son délire, c'est tout. Ok, je l'ai forcée, mais elle était consentante. Elle le voulait. Genre, consentement forcé. C'est compris ou pas? Non, c'est pas compris, je pense. Il va falloir m'expliquer un peu plus c'est quoi consenti forcé. Ben, l'autre est consentant, il faut le forcer. Mais nous deux, on sait que c'est ok. Il y a bien un moment où vous avez plus été d'accord puisqu'elle vous accuse de viol. Donc quand on joue, il faut comprendre les règles. À un moment donné, vous aviez plus les mêmes règles, non? À un moment donné, il faut entendre la limite. On peut jouer, mais il faut connaître la limite, monsieur. Il n'y avait pas de règle de jeu. C'est elle, elle veut, je la claque. C'est elle, elle veut... Comment? Moi, c'est moi la victime, là, dans le truc, là. D'où viol par surprise? C'est inventé, ça. Je sais pas, non? Écoutez, on fera peut-être une confrontation. Comment ça, 15 ans de réclusion criminelle, je sais pas quoi, là? J'ai rien fait, moi, bordel. Ah, vous avez rien fait, mais non, j'ai rien fait, gros. Ça arrive, un film coup de poing, André Berkoff, sur les violences sexuelles. Oui, André. Consentement forcé, c'est beau ça. Il invente le consentement forcé. Il sait pas ce que veut dire le consentement, il sait pas ce que ça veut dire forcé, quoi. C'est ça. Il sait rien.
Oui, Et oui, donc je le disais, cet extrait que vous venez d'entendre, c'est un extrait donc du film Ça arrive qui est sorti hier en salle, un film donc réalisé par Sabrina Nucci qui nous fait le plaisir aujourd'hui d'être notre invitée sur Sud Radio. On va aussi en parler avec Laurent Dave, officier de police judiciaire à la division de la criminalité organisée et spécialisée à Marseille, qui a été consultant sur le scénario de cette fiction, et Mila Amoros, survivante d'un viol au couteau qui a décidé de sortir du silence après avoir vu ce long métrage. Elle nous racontera, André, dans un instant sur Sud Radio, effectivement, son histoire, son agression. Alors bonjour à vous tous et merci d'être avec nous sur Sud Radio. Bonjour. Alors Sabrina Nucci, qu'est-ce qui vous a poussé à faire un film sur ce sujet ? Alors c'est un film que j'ai envie de faire depuis que j'ai commencé à réaliser, donc vers mes 22-23 ans. Ça date il y a 13 ans déjà, je pense. Et à l'époque, je me souviens avoir rencontré un acteur-producteur qui m'avait dit, c'était un film sur la pédophilie que je voulais faire au départ, qui m'avait dit, oh non, c'est pas vendeur. Bon, après, évidemment... intéressant. Voilà, ça en disait long. Donc j'ai fait d'autres films aussi avec d'autres sujets où il y avait toujours de la violence qui était abordée, sexuelle, mais j'ai pas détaillé. Et là, comme je me produis seule, ce film m'est revenu pendant que vous êtes votre producteur? Oui, je suis ma propre productrice et distributrice. Comme ça, je dis ce que je veux. Du coup, là, j'étais en cours. J'ai une école qui s'appelle la Fabrique de l'acteur. Et il y avait une des élèves qui jouait un rôle de composition d'une travailleuse du sexe. Et d'un coup, alors que l'impro n'avait rien à voir, je me suis dit, j'aimerais bien voir comment cette femme serait reçue si elle avait été violée. Et finalement, j'ai eu envie de voir d'autres portraits. Et donc j'ai été voir ma co-scénariste Catherine Sorolla en lui disant que je voulais écrire là-dessus. Et voilà. Et oui, et l'action donc se déroule dans un commissariat du 1er arrondissement de Marseille où 3 enquêteurs donc de la brigade des mœurs font face donc au récit de victimes de viols perpétrés quotidiennement dans la cité phocéenne. Une quinzaine d'affaires sont traitées, elles sont toutes d'une violence inouïe. Sabrina, pouvez-vous nous en raconter quelques-unes ? Est-ce que je peux, juste une question, je sais que on va la poser plus tard, mais parce que vous avez dit que vous étiez votre propre productrice. Oui. Je voudrais savoir, ce film vous a coûté combien ? Ce film nous a coûté 135 000 € officiellement. Oui, c'est une paille par rapport à un sorte de budget. Voilà, alors donc, justement, racontez-nous, qu'est-ce qui... Alors, on a voulu traiter, malheureusement, on n'a pas pu tout mettre dans le film, donc on a créé une campagne de sensibilisation sur TikTok, sur la page Ça arrive le film, où on a mis vraiment toutes les témoignages et les histoires qu'on voulait mettre. Dans le film, il a fallu faire des choix. Donc on a essayé de représenter toutes les catégories sociales, tous les genres, et de faire des portraits assez différents. Donc on a abordé le viol le viol d'une femme sous soumission chimique qui avait un jeu à la base avec ce garçon, puis qui a mal tourné. On a abordé le viol homosexuel. On a abordé le viol sur mineur, mais qui dépose plainte quand il est adulte. Ouais. Et où Toute histoire vraie. Vous êtes partis. Nous, on est partis sur de la fiction, en sachant que ce serait l'histoire de quelqu'un, c'était sûr. Parce que on a imaginé ces histoires, mais on est tellement bercé dans les violences sexuelles depuis la nuit des temps que c'était assez simple de faire des rapprochements avec les gens qu'on connaissait, les victimes qu'on connaissait, etc. Bien Donc sûr. ça a été malheureusement assez simple d'écrire là-dessus. Mais on était sûr que ça tomberait juste pour quelqu'un. Et d'ailleurs, il y a, comme je le dis assez souvent, il y a 3 semaines, je regardais le média Dormir au courant, et il y avait une femme, une vieille dame agressée sexuellement à qui on a volé ses bijoux, un peu comme cette vieille dame. Comme celle du film. Elle est bouleversante, cette femme, parce que lors de je l'explique, parce que je le raconte plutôt, lors de la confrontation avec son agresseur, on a vraiment le sentiment, elle le reconnaît, mais elle veut pas dire oui, c'est lui. En fait, elle le reconnaît sans le reconnaître. Ouais, c'est ça qui est, ça, comme elle l'a vu que de dos, c'est difficile. Et comme il lui fait de la peine sur le moment, ce qui est vrai, elle a peur de faire une injustice. Et donc, elle préfère dire que c'est pas lui, dans le doute, parce qu'elle est pas sûre à 100%. Et oui. Et dans certaines affaires, c'est vrai qu'il est quand même très difficile de départager les responsabilités. Oui. Je veux parler de cette personne en situation de handicap abusée par son éducateur. Oui, alors ça, c'est la seule histoire qui est vraie. Dont ma co-scénariste connaît cette personne, et c'est une histoire vraie. C'est une personne en situation de handicap léger, qui n'était pas sous tutelle, qui avait un travail, le permis, etc., son propre appartement. Handicap physique ? De déficience. De déficience mentale. D'accord. Mais très légère. Elle pouvait être autonome complètement, et elle vivait sa vie complètement autonome.
Et c'était en réalité une vraie histoire d'amour, pour le coup, et les faits l'ont montré. Ils ont eu 2 ans d'échange d'SMS d'un couple normal. Ils ont aussi des témoins de quand ils se disputaient comme un couple normal, où elle venait taper en disant « je t'aime, tu m'ouvres », ce genre de choses. Et en fait, on voulait poser la question de voilà, pourquoi ce serait interdit d'aimer une personne en situation de handicap léger, en tout cas. Bien sûr qu'il faut pas... Je parle pas d'handicap sévère, etc., et de vulnérabilité, mais cette personne-là était tout à fait impliquée dans cette relation. Eh oui. Alors, vous l'avez dit, sur TikTok, vous avez lancé une campagne de sensibilisation contre les violences sexuelles et sexistes. Donc, elle met en scène d'autres histoires terribles racontées donc par les acteurs de votre film. Écoutons à présent Julie Santinacci qui raconte celle de Solène, enceinte de son violeur qui l'a agressée alors qu'elle était sous anesthésie générale. En fait, je devais rentrer à l'hôpital pour me faire opérer des dents de sagesse. Et donc, j'ai été violée sous anesthésie générale par un membre du personnel de l'hôpital que je ne connais pas. Je m'en serais pas rendu compte si j'avais pas découvert que j'étais enceinte plus tard. À ce moment-là, j'ai personne dans ma vie. J'ai pas de partenaire sexuel. Donc, je mets du temps à m'en rendre compte. Mais je commence à avoir des symptômes un peu inhabituels. J'ai des nausées, j'ai beaucoup de nausées. Du coup, je vais voir ma gynécologue et en fait, elle me fait une échographie et c'est là qu'elle m'annonce que je suis enceinte. Donc, je comprends pas trop parce que j'ai pas de relation, j'ai pas de partenaire, donc je suis choquée, je comprends pas ce qui se passe. Et en fait, c'est quand elle me donne la date de conception que là, je comprends et que je fais le lien avec mon opération. Et donc, à ce moment-là, je comprends que j'ai été violée. Pendant que j'étais sous anesthésie générale. Donc je porte plainte contre X, je porte plainte contre l'hôpital. Et ce jour-là, il y avait 4 hommes, il y avait un anesthésiste, un chirurgien et 2 infirmiers qui se relayaient pendant que j'étais en salle de réveil. Et du coup, ils ont été entendus tous les 4. Et là, j'attends. En fait, là, j'attends de savoir qui est mon violeur, mais qui aussi est le père de mon enfant. Parce que quand j'ai su que j'étais enceinte, c'était 9 jours après la date maximum pour se faire avorter. Donc j'ai porté pendant 9 mois l'enfant de mon violeur. Sabrina Nucci, ce témoignage est terrifiant. Comment avez-vous eu connaissance de cette affaire ? C'est une affaire que ma co-scénariste connaît d'il y a une quinzaine d'années. Et après, ce sont des histoires qu'on a aussi fictionnées un petit peu, évidemment. Mais donc voilà, c'est une affaire qu'elle a connue à l'époque. Et oui. Alors Laurent Dève, vous êtes policier depuis 24 ans et officier de police judiciaire depuis 9 ans. Cette réalité sordide, c'est votre quotidien à Marseille ? Alors moi je suis dans un service spécialisé. Alors effectivement ce type d'affaires qui sont relatées dans le film, moi je n'en avais pas connaissance, mais effectivement dans notre service ça peut arriver de recevoir des histoires similaires et effectivement d'avoir à les traiter et de les donner connaissance à la justice. Alors vous avez été consultant sur le film de Sabrina Nucci. Quel a été votre rôle précis ? Alors, il a été déjà d'apporter mon expérience. Alors, je vais pas dire expertise parce que c'est mes supérieurs qui en jugeront. Mon expérience en tant qu'officier de police judiciaire et enquêteur dans un service spécialisé. Partager mon expérience sur des thématiques de violences sexuelles et sexistes. Je demandais, quand vous avez, comme tous les policiers, enfin les officiers de police judiciaire, que vous avez des affaires, les affaires que vous avez, et puis c'est vous qui êtes au premier plan avec des drames. Quand on dit des drames, on va d'abord à la police avant d'aller au juge, et etc. C'est vous qui transmettez. Comment on fait la part, je vous demandais, du sentiment, parce qu'on a tous des réactions humaines, citoyennes, face à certaines horreurs qu'on entend, et en même temps, on doit se conformer à la loi, aux règlements en vigueur. Est-ce que ça se passe toujours assez... Je dirais pas normalement. Parce qu'il y a dans un univers, pour me résumer, où il n'y a pas de normalité, comment on peut se comporter de manière normale ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que déjà, c'est une matière où la violence est à tous les niveaux. Elle est violente déjà parce qu'a vécu la victime, la personne qui
qui vient libérer sa parole. Donc la libération de la parole, c'est aussi quelque chose de violent. Le policier qui doit recueillir le témoignage, c'est encore de la violence. Et ensuite, il y a tout le processus des constatations médicales, des examens psychologiques, la décision de justice qui parfois peut être mal comprise parce que ce sont des faits anciens et qu'on n'a pas réussi à établir. Oui, prescription, etc., etc. Voilà. Enfin, donc tout ça, parfois, c'est mal compris. Donc tout ça, ça peut être effectivement violent. Alors nous, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de la police nationale, nous sommes formés. Déjà, tous les policiers de France sont formés. Oui, formation spécifique sur les violences faites aux femmes. Alors, il y a un module obligatoire pour tous les policiers en ligne. D'accord. Ensuite, lorsque nous sommes affectés en service spécialisé, il y a encore un cursus sur les violences conjugales, les violences intrafamiliales, le profil des auteurs. Et ensuite, si on veut aller encore plus loin, la police nationale nous permet de participer à un diplôme universitaire avec l'université de Paris 8, dirigée par Édouard Durand et Ernestine René, qui nous permet d'aller encore plus loin sur la connaissance du psychotrauma, la mémoire traumatique, les phénomènes de dissociation. Voilà, on vous permet d'aller assez plus loin dans l'exploration de ce qui se passe, quoi. Tout à fait, pour améliorer la prise en charge, l'accueil. Voilà, de manière à ce que ces femmes soient, ces femmes ou ces hommes, même si, comme vous l'avez dit, ils sont un peu moindres, mais les accueillir dans les meilleures conditions possibles et avoir un recueil du témoignage qui soit vraiment efficient. Et oui. Est-ce qu'il y a des modes opératoires chez les agresseurs ? Alors effectivement, un mode opératoire qui revient de plus en plus souvent, c'est la vulnérabilité chimique et la soumission chimique, puisque maintenant on fait bien la différence. Quelle différence entre vulnérabilité et soumission ? La vulnérabilité chimique, c'est quand, alors je me mets dans la position d'une victime, je consomme de l'alcool, je consomme de la drogue ou j'ai un traitement médicamenteux et l'agresseur va profiter de mon état de vulnérabilité pour une atteinte sexuelle, une agression, etc. La soumission, c'est différent. La soumission, c'est-à-dire que là, on me réduit à l'état d'objet. C'est-à-dire que là, je n'ai pas forcément conscience de ce qui va m'arriver. Là, on le voit dans l'actualité judiciaire, le problème de la soumission chimique. Et effectivement, ces thématiques sont très difficiles à mettre en exergue et à démontrer, parce que ce sont souvent des substances qui ont des demi-vies très courtes. Et au niveau des analyses, ça disparaît très rapidement. Vous avez vu l'histoire, on a eu le jugement hier, les viols de Mazan, où un type a livré sa femme à 50 personnes, en lui administrant à chaque fois. Elle a été violée par 50 personnes. Elle lui administrait à chaque fois des substances chimiques. Donc elle était inconsciente et il invitait les gens, il filmait. Il y a eu des réquisitions hier, donc et ça. Alors Mila Amoros, vous êtes projectionniste dans un cinéma à Gréoux-les-Bains précisément. Le film Ça arrive y a été projeté le 9 novembre dernier et suite à la projection, vous avez décidé pour la première fois de raconter votre agression en public, une agression dont vous avez été victime, donc une victime de viol le 13 janvier 2021. Ce soir-là, qu'est-ce qui vous a poussé à sortir du silence ? Sabrina et son travail. Parce que le film est d'une justesse incommensurable, parce qu'il est travaillé, il n'est pas dans le pathos, il n'est pas lourd, il est juste dans la vérité de ce qu'on vit quand on va déposer plainte, dans comment les choses sont traitées, parce qu'il permet la parole, là où je sais c'est dur pour les gens d'écouter ce qu'on a à dire, c'est dur d'écouter ce qu'on a vécu, mais si nous on l'a vécu, vous pouvez très bien l'entendre. Et je pense que ce film-là, il donne les armes en fait pour pouvoir réagir. Parce qu'il y a une victime qui subit le viol, l'agression, mais il y a tout un entourage qui se fait éclabousser par la violence de ce qu'on vit, par les procédures, par la répétition de notre histoire. Si moi j'ai voulu parler pour Sabrina, c'est pour continuer la prise de parole qu'elle a donnée à ses personnages, parce qu'elle a illustré 15 affaires qui sont banales en fait. On arrive à l'heure d'aujourd'hui, en 2024, à tous avoir dans notre entourage une femme qui a été victime. C'est-à-dire que les personnages du film de Sabrina, on les connaît toutes et tous. Et c'était important d'en parler parce que je pense qu'on n'a pas à avoir honte de ce qu'on a vécu, c'est à eux d'avoir honte. Et ça peut se passer que par la prise de parole. Alors Mila Amoros, effectivement, votre histoire, votre agression, vous allez tout nous raconter dans un instant sur Sud Radio. Vous allez nous raconter cette descente aux enfers que vous avez vécue et surtout comment vous en êtes sorti. Alors restez avec nous, à tout de suite, on revient dans un instant.
Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Venant de nulle part, surgit un aigle noir. Un beau jour, où était-ce une nuit? Eh oui, cet aigle noir que chante Barbara André Berkoff, eh bien c'est son père qui avait abusé d'elle dès l'âge de 10 ans. Vous, Mila Amorose, vous aviez 23 ans le 13 janvier 2021, quand vous avez été violée en plein confinement. Que s'est-il passé? Racontez-nous. Ok. En fait, j'étais étudiante. On vivait dans une résidence universitaire, donc on était dans des colocations. C'était un principe de bénévolat, c'est-à-dire qu'on avait une remise sur notre loyer et en échange, on donnait des heures de bénévolat. Et ce qui s'est passé, c'est que le confinement, la première vague a été assez dure pour nous en tant qu'étudiants, la seconde a été encore plus dure. Et en fait, les prédateurs de nos âges qui étaient en liberté se sont retrouvés confinés avec nous. Et ce garçon-là, du coup, avait déjà entamé sa chasse avant qu'on soit confinés. Donc, il avait déjà repéré ses victimes. Et donc, j'ai été la première à me faire agresser. Mon colocataire avec qui je vivais était parti parce qu'il a été interné dans un hôpital de Toulouse, un hôpital psychiatrique. Et en fait, il a utilisé l'excuse de venir le voir et il m'a agressée. C'est mon colocataire qui a été l'oreille attentive de ce qui s'est passé. C'est lui qui m'a aidée. Et lui a mis fin à ses jours quelques semaines après. Voilà. Et après, j'ai rien dit. J'ai gardé le silence parce que ça avait déjà entraîné la mort de mon coloc. Alors, fallait pas que je parle. Et quelques mois après, j'ai reçu un appel d'une des filles avec qui on habitait dans la résidence. Elle m'a dit qu'elle s'était fait violer il y a 2 semaines par le même gars et qu'il avait crié mon prénom. Donc, elle savait ce qui m'était arrivé. Et du coup, pour elle, on allait déposer plainte. On a cherché sur Internet comment ça se passait. On n'avait pas trop d'informations. On s'est dit qu'il fallait qu'on aille dans le commissariat central de Toulouse. Et là, on n'a pas du tout été accueillis comme il fallait. C'est-à-dire, de quelle façon avez-vous été accueillis? On est allé à l'accueil, on a dit qu'on voulait déposer plainte pour viol. La fille avec qui j'étais, elle veut qu'on prononce son prénom, donc elle s'appelle Erika, a demandé à être reçue par une femme. Moi, j'avais pas le choix, donc j'étais avec un homme. On a attendu et je suis allée dans le bureau avec ce monsieur. À côté, il y avait une dame qui portait plainte parce qu'on lui avait volé ses jantes de voiture. Et il m'a dit, racontez. Par contre, je vous préviens, vous êtes mon 5e viol de la journée, donc on va aller rapide. Et du coup, j'ai pas osé parler. Il m'a dit, vous voulez un peu plus d'intimité? Donc elle est dans un autre bureau. Il m'a demandé de décrire. C'était la pire plainte déposée. C'est-à-dire qu'il y avait, outre les fautes d'orthographe, il y avait des temporalités qui allaient pas. Il y avait des traces, il y avait des vocaux où il disait qu'il avait envie de moi et qu'il s'en fichait si j'étais d'accord ou pas. Donc je lui fais écouter, il réagit, il donne son propre avis, il comprend pas vraiment, il n'est pas très attentif. On signe, on sort. Erika me raconte que elle avait été humiliée par la flic qui lui a dit, mais pourquoi t'as pas gardé ta robe? Ah oui, mais t'avais bu, donc en même temps... Donc on était un peu dévastés de ce qui venait de se passer. Mais en fait, il nous fallait le dépôt de plainte pour qu'on puisse dire au Crous, aidez-nous, faites-le partir. On ne pouvait pas rester dans cette résidence. On le croisait absolument tous les jours. Et est-ce qu'on vous a aidé? Pas du tout. Le Crous nous a dit qu'il pouvait nous reloger, nous, mais que comme il y avait la trêve hivernale, ça suffisait pas un dépôt de plainte pour le virer. Donc moi, je suis partie. Chez ma mère, mais je suis aussi bien partie en cacahuète. Ça a été très dur parce que du coup, on supporte plus son corps, on supporte plus de se laver, on supporte plus de s'habiller. C'est compliqué tous les jours. Elle pouvait pas partir, donc elle est restée enfermée. Erika, vous parlez d'Erika, oui. Ouais, Erika, elle pouvait pas partir, donc elle restait dans son appartement. Le problème, c'est que dans les immeubles Crous, tous les appartements se ressemblent. Donc en fait, son appartement, c'était la pâle copie de là où elle s'est fait violer. Donc c'était très dur. Elle dormait dans le salon. Et moi, j'avais ses nouvelles, mais on n'arrivait pas l'une et l'autre à parler. On était complètement pétrifiés. Et là, du coup, l'enquête par les enquêteurs de Tournefeuille a débuté en janvier.
Ils ont été juste extraordinaires. Ils ont repris mot par mot tous nos dépôts de plainte. Ils ont été attentifs. Ils ont entendu toutes les victimes. C'était compliqué parce que presque toutes les semaines, on avait un appel ou alors des gens qui disaient on a été convoqués. Ensuite, du coup, il y a eu la première, la mise en garde à vue du coup de l'accusé. Il n'a pas su se défendre, donc en fait, il avait zéro argument. Que vous aviez reconnu, que vous avez demandé de reconnaître tout de suite? Non. 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 D'accord. Nous, on a pris une avocate. Et ce qu'on nous a dit, par contre, ce que le commissariat nous a dit, de Tournefeuille, l'enquêteur, c'est que possiblement on aurait une confrontation. D'accord. Dans un premier temps, pour les victimes, donc pour moi et Erika, c'était très compliqué de s'imaginer le voir. Rien que son odeur, moi, ça me terrifiait. Et en fait, en y réfléchissant, on s'est dit que ça pouvait apporter un bénéfice au dossier, qu'on était stable et qu'on allait y arriver. Et comment c'est... Racontez-nous cette confrontation avec votre agresseur, excusez-moi. D'abord, on est passé devant la juge d'instruction. Ensuite, il y a eu la confrontation. Donc, lui, il est amené par les policiers. Il est déféré dans le bureau de la juge d'instruction. Et moi, c'était pas tellement son visage qui m'a le plus terrifiée, c'était son odeur. Elle était juste omniprésente. Il était filmé, mais pas nous. Et la juge était de notre côté, ça se voyait, parce qu'elle lui disait, elle lui posait des questions, et lui, il était complètement à côté de la plaque. Et je me souviens qu'elle lui a demandé, et alors, depuis, qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, je suis obligé d'aller voir un psy, c'est pas facile. Et il dit, mais pourquoi vous allez voir un psy? Apparemment, vous avez rien à vous reprocher. Il dit, mais non, mais je parle de mon père, je parle de mes problèmes. Donc c'était assez lunaire. Et après la confrontation, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait une tentative de suicide parce que je supportais pas le fait qu'on m'entende pas, qu'on m'écoute pas, et que cette histoire, j'en pouvais plus. Ça faisait bientôt 1 an et demi que je la répétais toutes les semaines, c'était compliqué. Donc j'ai été, moi, placée en hôpital. Ouais. On m'a soignée. J'ai pris à bras le cœur la psychiatrie et les armes qui s'offraient à moi. Et quand je suis sortie, j'ai décidé de combattre, d'être là, vraiment. Et en fait, on nous permet pas de sortir ce qui se passe. En fait, on nous demande juste de relater des faits, mais les émotions, en fait, on les revit en même temps qu'on raconte. Et c'est un crime où nous, on se sent coupable et où lui se sent innocent. C'est complètement démesuré, en fait. Et oui. Mais la confrontation a quand même été, en quelque sorte, on peut dire, entre guillemets, utile pour vous. Oui. Ça vous a permis de comprendre qui il était et pourquoi il vous avait agressé. C'est ça. Ouais. En fait, on se tue au pourquoi. Ouais. On se tue au pourquoi pendant des mois. On se demande pourquoi il a fait ça, pourquoi moi. On se demande même si nous, on l'a pas cherché. Peut-être qu'on s'est habillé de manière, peut-être qu'on l'a attiré. On est complètement... Ça, c'est l'inversion accusatoire et la culpabilité qui se transfèrent. On dit c'est vous les coupables. Juste une question. Moi, Laurent Dave, c'est intéressant parce que vous parliez de la formation des policiers et c'est vrai que ce que raconte Mila Moros, c'est les deux. C'est-à-dire, c'est en même temps les enquêteurs ont été formidables et vous le dites, et en même temps, quelquefois, effectivement, on a eu des réactions comme de ce genre dans diverses émissions. On dit, on est quelquefois très bien reçu au commissariat et des fois on est reçu par des gens qui ont l'air de dire, vous savez, c'est mon cinquième témoignage de récit de viol. C'est compliqué, cette histoire d'accueil. Oui, effectivement, c'est assez tragique. Moi, quand j'entends ça, c'est vrai que c'est tragique. Après, effectivement, ça ne peut pas être parfait. Ce que je peux vous dire, c'est que la police nationale forme et sensibilise au maximum ses effectifs. Nous, dans les services spécialisés, on est prêt à recevoir. Dans les commissariats, on a énormément de retours positifs quand même. C'est vrai que ça reste... oui, après, ça dépend de chacun. Ça reste ponctuel, même si c'est extrêmement grave. Voilà, ce que j'entends, c'est extrêmement grave. Mais heureusement, ça reste... ponctuel, voilà. Et oui, et il faut rappeler, 94% des affaires de viol sont classées sans suite. Vous, Mila, il y a eu un procès en juin dernier. Quel a été le verdict ? Relax. Relax pour lui ? Ouais. Relax total ? Relax pour doute. Incroyable. Alors que c'est un serial violeur. Oui, mais le doute, c'est hallucinant. Alors, le doute est toujours en faveur de l'accusé. Toujours. Il y a eu la conviction. Oui, pour l'accusé. Ouais. Il y a eu la conviction du parquet. Le parquet. Il y avait un jury populaire là, non ? C'était le. Non. Il n'y a pas de jury là. Ouais, c'est le parquet. Et le procès, c'est aussi. En fait,
si je suis là et si je soutiens Sabrina, c'est aussi pour prévenir les victimes qui veulent parler que la procédure derrière, elle fait mal. Qu'un dépôt de plainte, c'est pas simplement on raconte notre histoire et c'est fini. Oui, vous dites que c'est un traumatisme sur le traumatisme. Oui, le dépôt de plainte pour moi a été un traumatisme sur le traumatisme. Mais après, quand j'ai organisé par exemple la soirée du 9 novembre, j'ai rencontré Laurent et d'autres policiers de la MPH, de la MPF ou du CDFF. On en parlera après, je pense, qui sont du coup des organismes qui accompagnent les victimes et qui font en sorte que tout se passe bien. Et ça, c'est très important de le notifier, c'est qu'on peut être aidé pour que ça se passe bien. Et ça, c'est important de le dire, oui. Oui. Et du coup, le procès pour doute, parce que du coup, moi, mon témoin s'étant suicidé, on n'a pas de témoignage. Et Erika, du coup, son témoin a témoigné, mais s'est retiré aussi. Donc on a dit le doute, effectivement, oui, certes, mais il y a le doute. Oui, il est aujourd'hui enregistré dans les fichiers des agresseurs sexuels. Oui, ça c'est certain. Et ça vous a fait quoi, de fait que relax? Ça, vous avez réagi comment? Il y avait mon compagnon, heureusement. Je suis descendue des marches du tribunal, je me suis effondrée. Parce qu'on dit que le procès, c'est pas la finalité, que peu importe la charge qu'il aura, nous, on a gagné puisqu'on a libéré notre parole, mais c'est un peu faux. On a toujours ce sentiment de pas être légitime. On a besoin d'une reconnaissance en tant que victime pour avancer. On a besoin juste de comprendre pourquoi il a fait ça. Est-ce que c'est juste on était là au mauvais moment, au mauvais endroit, ou si on cherche ça, si on attire ça? Moi, j'avais besoin de comprendre, j'avais des questions à lui poser. Il avait aucune réponse à me donner. Parce que je pense que, sincèrement, comme son expertise psychiatrique l'a donné, il est sociopathe. Ben oui. Il cherche la vulnérabilité chez les gens. Et oui, voilà. vous me l'avez dit, il avait un fétiche sexuel autour du sang, ce jeune homme. Enfin, il a ça. Sabrina Nouchi, je voudrais savoir le sentiment que vous avez eu en faisant, c'est une fiction, hein, je le rappelle, mais encore une fois, c'est une fiction où beaucoup peuvent se reconnaître. La preuve, c'est que Mila Moss est reconnue et c'est pour ça qu'elle parle. Et je la remercie de parler et quand je remercie à tous de témoigner parce que c'est très important. Est-ce que effectivement la plupart, enfin, vous en sortez en ayant fait ce film? Est-ce qu'il y a une espèce de profonde injustice de gens qui ont vécu ce qu'elles ont vécu, et qui voient qu'au fond, quelque part où il n'y a pas de sanction, où la sanction est pratiquement, elle est incomplète, partielle, etc. Est-ce que vous avez eu, alors vous, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant que réalisatrice, un sentiment de frustration par rapport à ce qui se passe dans cette société? Ah oui, moi je ne supporte pas l'injustice et évidemment j'en vois tous les jours partout, notamment dans les agressions sexuelles faites aux femmes, faites aux hommes, faites aux enfants. Et on en parlait ce matin avec Laurent et on se disait oui, alors il y a la justice, il y a aussi les jurys et dans les jurys il y a des gens lambda. Bien sûr. Et ces gens lambda, c'est leur prisme, leur expérience, leur empathie, leur affection, peu importe, leur perception. Et moi, ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre que ce soit des gens comme ça qui disent « Ok, toi, tu passes ta vie en prison, toi, non ». Parce que j'ai l'impression que c'est jamais... C'est subjectif. Mais vous préfériez qu'il n'y ait pas de jury? Alors, si je vous suis jusqu'au bout, vous préfériez qu'il n'y ait pas de jury populaire, qu'il y ait simplement des juges? Je ne sais pas si ce serait mieux. Je ne sais pas, parce que ça reste des humains. En fait, le problème, c'est que tout est faillible parce qu'on est humain, parce qu'on est faillible, et parce que nos perceptions sont vraiment subjectives, et elles sont construites de notre naissance jusqu'à aujourd'hui par nos expériences, etc. Et c'est pour ça que je pense que ça ne sera jamais parfait. Oui. Mila Amorós, vous avez fait donc un travail de résilience. Vous avez notamment décidé de changer de prénom. En quoi ça vous aide, ce changement de prénom aujourd'hui? À plus entendre sa voix. Pendant les rémiscences, c'est ce qu'on subit après un traumatisme, quand on a un post-trauma. On entend sa voix, on subit encore dans nos cauchemars. Et moi, son prénom, le prénom qu'on m'a donné et celui qui répétait en boucle, je ne pouvais plus l'entendre. Donc j'ai voulu le changer. Parce que c'est mon droit et parce que si c'est dans une identité, je suis pas simplement ce que j'ai vécu,
Je suis aussi ce que j'ai survécu. Et ça, c'était très important de l'affirmer par une nouvelle identité et aussi par le choix de pouvoir parler en ce nom-là et pas être catégorisé comme sa victime à lui, être sa chose. Oui, et vous avez été obligé de faire une reconstruction vaginale parce que votre agression a été d'une telle violence. Votre témoignage me bouleverse. On a passé des heures ensemble toutes les deux et vraiment merci d'être avec nous sur Sud Radio. On va se retrouver dans un instant et on va écouter une autre histoire terrible qui fait partie donc de la campagne de sensibilisation menée sur TikTok par la réalisatrice donc Sabrina Nucci. Kalos présente Sud Radio, la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Je m'appelle Sophia et quand j'avais 7 ans, je suis allée à un goûter d'anniversaire avec ma meilleure amie Mélodie et j'ai été violée. Donc évidemment au début j'ai pas mis les mots sur ce qui s'était passé. On était dans la chambre avec tous les gosses, sans surveillance, et les mamans étaient sur la terrasse. Et là il y a 2 frères qui sont arrivés de 8 et 10 ans et qui nous ont proposé de faire un jeu. On devait se mettre les fesses à l'air et nous enfoncer des jouets dans l'anus. Des Lego, des jambes de Barbie, des Playmobil. Et ils faisaient des va-et-vient avec les jouets. Mélodie, c'est la seule qui a refusé de le faire, mais elle a assisté à tout. Et quand ça a été à mon tour, elle a essayé d'intervenir, mais ils se sont ligués contre elle. Et ils l'ont menacée. Mais ils nous ont tous menacés d'ailleurs. On devait surtout le dire à personne. Et on n'a rien dit. Mais un jour, Mélodie l'a dit à ses parents qu'elle avait refusé de le faire et que plein d'autres enfants étaient obligés de le faire. Donc ses parents ont appelé les miens, ils ont appelé les autres parents, ils se sont réunis et ils en ont conclu que c'était des bêtises d'enfants. Andrea Strata, André Berkoff. Des bêtises d'enfants, 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et oui, Andrea Strata, André Berkoff, actrice dans le film Ça arrive, qui est sorti hier en salle. Elle raconte donc l'histoire de Sophia, abusée à 7 ans par 2 frères qui avaient été déjà signalés par leur maîtresse pour des faits similaires lors d'une sortie scolaire, Sabrina Nucci. Ce témoignage est vraiment glaçant. Comment votre film a-t-il été accueilli par les exploitants de salles en France ? Très mal. Heureusement, il y a Mila déjà qui m'a appelé, qui m'a laissé un message pour me dire à quel point le film l'avait touché. Il y a d'autres salles dans des patelins, mais pas de grosses villes, qui nous accueillent et qui jouent le jeu et qui prennent le risque. Mais alors sinon, on a des exploitants qui nous disent qu'ils le regarderont même pas. On a eu ça. Il y en a qui nous disent, même pas vu, ils disent non mais on le regardera pas. Ouais. On regardera pas, ça nous intéresse pas. On a des exploitants qui nous disent que comme eux n'aiment pas, ben ils le diffuseront pas. Et on a qui ne répondent pas carrément. Donc à Marseille, on a 0 salle et dans les grandes villes comme Lyon, Toulouse, Bordeaux, etc. non plus. Alors, je veux dire quelque chose à nos éditeurs de Marseille. Nous avons beaucoup d'auditeurs à Marseille. Écoutez, c'est absolument pas normal. Il faudrait que vraiment vous en parliez quand vous allez au cinéma et ailleurs aux responsables de ciné, parlez-en ou mettez des choses sur Internet. Comment il se fait que ce film, qui est bouleversant, qui est vraiment à voir, qui est vraiment il faut jamais se cacher la réalité. Il faut pas avoir peur du réel. On passe son temps et justement, les pouvoirs, quels qu'ils soient, passent leur temps à vous masquer le réel, à raconter leur narratif. Non. Il faut que vous, un peu partout en France, vous nous écoutez, dites pourquoi on ne peut pas voir ce film et pourquoi on ne le voit pas. Et oui, il faut le préciser que ce film est pratiquement 100% marseillais. Vous êtes marseillaise, les comédiens aussi, et le film a été tourné dans la cité phocéenne. Et Laurent, effectivement, Dave, officier de brigade policière, est aussi marseillais, ce qui est terrifiant. Laurent, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui quand on a été victime de violences sexuelles ou sexistes ? Dites-nous, quelles sont les démarches à faire ? Alors je vais étendre, parce que étendre ce que vous me dites, parce que je pense qu'on a tous notre rôle à jouer dans l'histoire. Il n'y a pas que les victimes, effectivement, qui sont des acteurs essentiels, mais il y a aussi tous les acteurs sociaux, les voisins, les témoins, les personnes de la famille. Voilà, tout le monde a son rôle à jouer dans cette histoire. Alors, faire le 17, bien entendu,
Si vous entendez dans la rue ou votre voisine qui crie, effectivement, faire le 17 puisqu'il y a urgence. Vous avez aussi la possibilité de vous rendre sur masécuritéintérieure.gouv.fr où tout est expliqué. Et effectivement, masécuritéintérieure.gouv.fr. Tout à fait. Où vous pouvez aussi chatter avec des policiers en direct et préparer votre plainte en ligne. Bien sûr, les services médicaux peuvent effectuer des signalements, en parler ne serait-ce qu'à un professionnel de santé, un psychiatre, à partir du moment où vous n'êtes pas en mesure de vous défendre, il a l'obligation d'en faire un signalement auprès du procureur de la République. Oui, c'est important ça. Mila Amoros, un conseil que vous pourriez donner aux victimes aujourd'hui? Oui, il y a pas mal d'associations qui sont actives, même en ruralité. Ne pas hésiter à se rapprocher des CDFF, qui sont des centres d'information pour les familles et les femmes, qui ont des centres d'aide juridique et même des juristes qui peuvent vous accompagner dans le dépôt de plainte. Il y a des associations aussi qui peuvent vous proposer des hébergements d'urgence si jamais vous pouvez pas vous rentrer chez vous en sécurité. Et aussi rien qu'un pharmacien peut être habilité à vous prendre en charge. Ne pas avoir peur de parler, mais dire aux autres qu'il faut les écouter, surtout. Et oui, Laurent Dave, aujourd'hui, vous disposez de quel dispositif pour mettre ces victimes en sécurité aujourd'hui? Alors, effectivement, nous en relatons dès que nous avons connaissance d'une infraction au procureur de la République, qui lui a tout un arsenal pour protéger les victimes. Éventuellement par déjà la mise hors circuit des éventuels auteurs, et puis au niveau des affaires familiales, vous avez aussi les ordonnances de protection, puisque maintenant le juge des affaires familiales peut statuer en urgence sur la garde des enfants, l'attribution du domicile pour toutes les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Merci à vous, vraiment merci à vous, merci à Mila Amoros, merci de courage, merci à Sabrina Nouchi, parce qu'il faut aussi du courage pour faire des films pareils. On voit les hésitations. Merci à Laurent Dave. Chacun à sa manière doit contribuer à ce que le crime ne paye pas. Oui, et que ça suffise. Et avant de rendre l'antenne, André Berkoff, j'aimerais signaler un événement important qui a lieu à Paris ce week-end. Samedi et dimanche à la Maison de la Chimie à Paris, c'est le festival des livres et des artistes. Beaucoup d'auteurs vont dédicacer leurs livres, notamment Adriana Carambeu, qui elle a révélé dans un livre choc avoir été violentée par son père quand elle était toute jeune, dès l'âge de 6 ans. C'est un festival présidé dont le président d'honneur est Michel de Rucker et qui est organisé par l'association Lecture pour tous qui lutte contre l'illettrisme, André Berkoff. Merci à vous tous. Merci de nous avoir reçus. Et à vous toutes d'être venus sur Sud Radio. Chers auditeurs, allez voir Ça arrive, un film à ne pas rater. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaie sur Sud Radio.